Et maintenant, l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, va rompre de vive voix un silence de 3 ans. Bonsoir, M. Trudeau. Bonsoir, Mme Poulin. Dites-moi, M. Trudeau, qu'est-ce que vous aviez exactement dans la tête quand vous avez enfin résolu de rompre le silence? Ce qui me travaillait, c'était qu'il y avait eu un accord au lac Meach que je trouvais mauvais. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que quelqu'un va le dire? Et si personne ne le dit, est-ce que je vais le dire moi-même? Alors, quelques personnes ont parlé, mais ça n'a pas eu un très grand retentissement. Alors, je me dis, bon, il faut absolument que j'en ai le cœur net. Moi, je trouve qu'ils font une erreur fondamentale. Il faut le leur dire passionnément, ce que j'ai voulu faire. Est-ce que ce n'est pas un blâme pour votre parti, le Parti libéral, ce que vous faites? Vous le reprochez de ne pas avoir parlé? Je ne sais pas pourquoi on me parle toujours du Parti libéral. Il n'était pas au lac Meach. Il y avait le Parti conservateur, enfin, le Premier ministre du Canada, puis il y avait 10 premiers ministres provinciaux. Mais vous avez quand même attendu. Alors, vous attendiez peut-être que le Parti libéral s'exprime là-dessus? J'attendais que la population, que les universitaires, que les spécialistes en droit constitutionnel, que les politiciens, que tout le monde parle. Quelques-uns ont parlé, mais j'ai trouvé que c'était pas assez fort. Vous avez hésité quand même avant d'intervenir? Ah oui, écoutez, moi, depuis 3 ans, je me mords les lèvres des fois parce que le gouvernement canadien ne fait pas toujours ce que j'aimais. Ni l'opposition? Ni l'opposition, ni le gouvernement de Québec, mais je préférais pas me mêler de ça parce que l'un dans l'autre, je pensais que M. Mulroney en particulier, il allait continuer un peu la ligne d'un Canada fort qui était celui de tous ses prédécesseurs, depuis John A. Macdonald jusqu'à moi, je pense, en passant par M. Diefenbaker et R.B. Bennett. Alors, est-ce qu'il y a eu des pressions sur vous pour intervenir? Est-ce que vos amis, vos conseillers sont intervenus? Non, il n'y a pas eu de pression. Il y a des gens qui m'ont dit peut-être tu devrais parler. Enfin, j'ai même vu des articles de journaux, des éditoriaux qui disaient il faudrait que Trudeau parle. Mais quelle était l'intention? Est-ce que c'est de bloquer l'accord du lac Meach? De tenter de le faire? Oui, c'est de tenter de le faire, c'est surtout de faire comprendre aux gens que ce qu'ils font là est très grave, que ça va durer longtemps et que par conséquent, il faut prendre le temps d'y réfléchir, pas passer ça en coup de vent comme ça semble être leur intention. Est-ce que vous croyez que vous avez choisi le bon moment pour le faire? Je n'en sais rien. J'ai choisi le moment. Il fallait que je le fasse avant la réunion de la semaine prochaine. Alors, j'ai attendu le plus possible pour voir s'il y aurait eu des protestations, un mouvement d'opposition. J'ai rien trouvé de très fort, alors j'ai parlé. Encore là, un blâme à l'endroit de l'opposition, de votre parti? Pourquoi vous parlez toujours de mon parti? Je ne suis pas chef du Parti libéral. Oui. Si je l'étais, peut-être qu'il aurait pris une autre orientation, ou moi j'en aurais pris une autre. Mais je ne suis pas responsable du parti, pas plus que je le suis du NPD. Pourquoi vous ne me parlez pas du NPD? Est-ce que je l'ai blâmé, lui? Vous êtes l'ancien chef du Parti libéral, mais enfin, passons. Oui, passons. Pour le moment, vous n'avez pas, vous ne savez pas si vous l'avez bien choisi. Le ton, vous l'avez choisi. Est-ce que vous croyez que vous avez choisi le bon ton pour ce type d'intervention? J'ai choisi mon ton, moi. C'est toujours comme ça que je pense. Quand je crois passionnément à une idée, je la défends passionnément. Je pense que vous parlez de ton, il paraît que j'ai insulté les uns et les autres. Dites-moi lesquels. J'ai dit à M. Mulroney que c'était un peureux. Neutre, oui. Oui. Est-ce que j'ai trouvé qu'il avait cédé devant 10 premiers ministres qui se garochaient pour se partager des pouvoirs fédéraux. Oui. Alors, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été courageux. Je pense que Diefenbaker aurait dit la même chose. Il est en politique, mon Dieu, est-ce que c'est une insulte énorme? Est-ce que vous êtes gendarme quand dans le passé, on m'a insulté pas mal quand j'étais en politique? Ça ne m'empêchait pas de dormir, mais ça ne m'empêchait pas surtout de discuter l'essentiel. J'ai l'impression que les gens se servent de ça pour éviter de discuter l'essentiel. Est-ce que M. Mulroney a dit quoi dans mon article était faux? Non, il a dit « Oh, j'aime pas discuter de cette manière ». Le ton a peut-être brouillé l'essentiel, malheureusement pour vous. L'essentiel n'est peut-être pas passé, parce que vous savez que vous avez choqué. Il y a eu pas mal de réactions. Dites-moi ce que vous avez trouvé chacun, vous. Je ne dis pas que j'ai été choquée. Ça me suffit. Je ne dis pas que je ne l'ai pas été non plus. Je pense que les journalistes répètent ça, qu'ils ont été vous avez parlé. Il n'y a rien de choquant de dire à un politicien que c'est un peu heureux. Vous avez traité avec un mépris apparent toute une classe
politiques, intellectuels, des pleurnichards, etc. Oui, qui est-ce que je visais? Qui visiez-vous? Ben, vous dites que j'ai traité une classe. Quelle classe? Ben, vous le savez très bien, vous avez même nommé. Mais des vous ne gens, le savez pas. Hein? Oui. De toute façon, je pense que, en ce qui concerne les élus, en tout cas les politiques, est-ce que vous ne pensez pas que tous les citoyens se sentent un peu insultés quand quelqu'un comme vous, qui n'êtes pas n'importe qui, insulte avec des mots assez forts quand même les élus? Je n'ai pas insulté des élus. J'ai parlé, moi, des nationalistes. J'ai parlé des politiciens provincialisants. Vous trouvez ça des insultes? Des pleutres, des pleurnichards. Ah non, j'ai dit à M. Moloney qu'il était pleutre. Je n'ai pas insulté la population. Pourquoi vous mettez-vous dans cette catégorie, Mme Poulin? Vous vous sentez pleurnichard? Une autre expression a choqué M. Trudeau. C'est assez étrange. Vous avez parlé, parce qu'il ne s'agit pas que d'insultes ou de... Bon, vous avez parlé d'une fédération qui durerait 1000 ans. Vous qui avez eu la hantise du nationalisme, en partie parce que vous sembliez l'associer au national-socialisme, vous utilisez cette expression qu'on associe à qui? À Adolf Hitler. C'est curieux, ça. Vous trouvez ça curieux? Je trouve que vous n'êtes pas subtil, moi. Quelle est la subtilité? Montrez-la moi. Bah, quand on dit que ça va durer 1000 ans, c'est clair que c'est une blague. Puis, pas énorme. Où est l'humour? Ben, vous ne l'avez évidemment pas vu, mais quand on dit que ça va durer 1000 ans, évidemment, j'évoque un tas de personnes qui ont dit ça. Puis ça dure généralement. Mais ça a été pas 1000 noté, ans. enfin on a noté dans les journaux, non pas les autres personnes. Mais est-ce que vous allez en venir à la substance ou est-ce que vous allez... Oui, simplement... j'y arrive. Monsieur Garneau, quand même, Raymond Garneau, ayant lu la lettre, a dit si M. Trudeau avait parlé ou écrit ainsi à la veille du référendum, les Québécois auraient voté oui au référendum. Est-ce que c'est votre vrai discours, celui-ci, ou est-ce que c'était celui que vous teniez en 1980 avant le référendum? Je ne sais pas où M. Garneau a pris ça, cette idée. Moi, je dis la même chose à propos du Canada depuis que je suis en politique et bien avant, qu'il faut un Canada fort. Et je me suis toujours battu contre le statut particulier. M. Garneau était en chambre à ce moment-là, en chambre provinciale, bien sûr. Alors, en quoi est-ce que j'ai changé? Les Canadiens savaient, les Québécois savaient pour qui ils votaient quand ils votaient pour moi. Je n'ai jamais caché mes idées. Alors, s'ils ont voté contre le référendum, puis vous dites maintenant, c'est parce que je ne leur ai pas dit ce que je pensais. C'est ce que d'autres observateurs ont dit. M. Garneau n'est pas le seul, je le cite parce que c'est un libéral. Oui, mais alors, M. Garneau, il fait ce que vous faites, ce que beaucoup de gens font. Il invente des choses et pour éviter de discuter la substance. Quelles idées est-ce que j'ai écrites dans cet article? Quelles idées sont différentes de celles que j'ai toujours défendues depuis 20 ans? Dites-le moi. Ou demandez-le à M. Garneau si c'est votre autorité. De toute façon, J'ai toujours pensé à un Canada fort. J'ai toujours, dans mes négociations constitutionnelles, refusé d'affaiblir le Canada. J'ai même attaqué certains premiers ministres, M. Clark, parce qu'il voulait faire une confédération trop décentralisée. J'ai présenté un bill constitutionnel qui s'appelle le BC 60, que M. Garneau devrait connaître s'il connaissait son sujet. Mon Dieu, c'est un peu les idées que j'ai toujours défendues. de toute façon, vous deviez vous attendre à certaines réactions assez fortes à la suite de cette lettre. Oui, puis je ne me plains pas de ces réactions. Je me plains de ce que vous, comme ces gens-là, refusent de discuter ce que j'ai dit, puis prétendent se voir insulter. C'est une façon facile d'éviter le débat. Nous allons en parler. Mais cette réaction négative, est-ce que vous vous y attendiez? Les autres premiers ministres... Bien sûr, je m'attendais. Ils étaient 11 premiers ministres fédéraux et provinciaux. Je les ai attaqués de front. Je les ai attaqués avec un langage vigoureux. Je ne pensais pas qu'ils diraient d'accord, Trudeau. Je m'attendais à cette réaction. Ce à quoi je m'attendais un peu moins, c'est que des observateurs censés impartiaux comme vous Je pose des questions, M. Trudeau, c'est tout. Dites-moi, est-ce que vous aviez l'intention de venir à la télévision quand vous avez écrit cette lettre, ou est-ce que ça a été une réaction aux réactions, si je puis dire? C'est une décision que j'ai prise après avoir écrit. J'aurais préféré écrire et entrer dans mon silence. Si Pourquoi par ne l'avez-vous exemple pas M. fait? Garneau ou M. Moloney avait dit ben, voici dans les idées de Trudeau, il y a ceci qui n'est pas correct pour telle raison. Quand il dit ça, c'est pas bien pour telle raison. Quand on a fait ça au lac Meach, voici ce que ça va donner. Mais quand j'ai vu que personne discutait du sujet, qu'ils essayaient toujours de noyer le poisson, alors j'ai dit il faut en reparler. Ce soir, j'aurais pas beaucoup de chance. Est-ce que c'est une croisade que vous c'est pas une entreprenez? croisade, c'est une petite intervention. C'est tout? Oui.
Les autres, enfin les premiers ministres ont dit que vous étiez, en général, le consensus c'était que vous étiez dépassé. Et vous-même, dans une préface au fédéralisme et les Canadiens français, vous avez écrit « Les idéologies les meilleures deviennent les pires quand elles survivent aux besoins qui leur a donné naissance, c'est-à-dire les excès ». Est-ce que... Là, c'est la vraie question. Voilà. Est-ce que c'est une conception du Canada qui est dépassée? C'est ça que j'aimerais discuter. Oui. Avec vous, avec M. Mulroney, avec M. Garneau, avec n'importe qui. Voilà. Est-ce que c'est une conception dépassée que celle qui était tenue par, depuis John A. Macdonald jusqu'à moi inclusivement, peut-être avec la petite exception de M. Clark? Est-ce que c'est une conception dépassée? Et est-ce que les Canadiens ont tout à coup voulu d'un Canada qui serait extrêmement décentralisé, qui reconnaîtrait des statuts particuliers? C'est la question. Oui, c'est la question. Mais est-ce que la réponse n'est pas inscrite dans les faits? Par exemple, cette espèce de consensus au lac Meech, l'élection de 84, le désir de réconciliation nationale? Ben justement, M. Mulroney a fait la campagne en 84 en disant qu'il défendrait la sorte de Canada à laquelle je croyais. C'est pour ça que pendant 2 ans, 3 ans, je ne l'ai jamais critiqué. C'est tout à coup au lac Meech qu'on s'est aperçu que comme négociateur, il n'était pas très fort. Il a 10 premiers ministres qui veulent des pouvoirs pour leur province. Pas seulement M. Bourassa. Chaque premier ministre veut plus de pouvoir pour sa province. Et c'est normal. Un premier ministre provincial il est élu pour essayer d'avoir plus de pouvoir pour sa province. Le rôle du premier ministre du Canada, c'est de dire, oui, peut-être on peut en donner là, mais peut-être tu peux m'en donner ici. C'est d'essayer de garder un Canada uni, un Canada fort. M. Mulroney n'a pas fait ça. J'ai été surpris. Je vous l'avoue. Mais tous ces gens-là sont nos élus. Nous les avons élus. C'est pas vos élus. Nous avons élu ces 10 premiers ministres des provinces. Oui, nous avons élu ce premier ministre du Canada. Mais ce n'est pas de ces premiers ministres des provinces que dont je me plains. C'est du premier ministre du Canada. Je vous le répète, je vais le dire tranquillement pour que vous m'entendiez. Les premiers ministres provinciaux qui demandent plus de pouvoir pour la province, ils ont fait ça de mon temps. Ils ont fait ça du temps de Mackenzie King, quand il voulait rapatrier la Constitution en 1927. Ils ont fait ça à M. Saint-Laurent, quand il a voulu lui aussi avoir une confiance constitutionnelle en 1949. Les provinces en demandent toujours plus pour elles. Les autres premiers ministres, jusqu'à maintenant, y compris moi-même, on a toujours dit, ben, on ne peut pas tout donner, alors on va dire non. Ça faisait des querelles, parce que les provinces n'aiment pas se faire dire non. Tout à coup, il y a un premier ministre qui dit, je vais vous donner la paix, la réconciliation, je vais tout vous donner ce que vous demandez. Moi, je trouve ça faiblard. Je ne suis pas obligé de partager mon avis, mais c'est ça qu'il faut comprendre, mademoiselle. C'était l'affrontement, et les Canadiens ne voulaient plus l'affrontement. Et ça, c'est la démocratie, M. Trudeau, n'est-ce pas? Vous dites que les Canadiens ne voulaient plus l'affrontement? Je pense que quand ils ont élu M. Mulroney, on peut interpréter cette élection comme un rejet des affrontements. On peut toujours l'interpréter comme ça. Moi, sauf erreur, ils m'ont élu pendant que je faisais pas mal d'affrontements. Ils n'ont pas cessé de voter pour moi, certainement pas au Québec. Ils ont cessé ils n'ont pas voté pour moi quand je me suis plus présenté. Mais comment pouvez-vous conclure que tout à coup, parce que je ne suis pas là et que je faisais de l'affrontement, tout à coup, ils votent pour un autre qui n'est pas affronté? Possible. Quel Canadien représentez-vous, croyez-vous représenter dans votre prise de position? Quel Canadien, au singulier ou au pluriel? Au singulier, c'est moi. Ah oui, au singulier, ça, vous êtes assez singulier. Mais on est tous singuliers. Oui. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est le Canada que je pense vouloir voir se réaliser. C'est un Canada où tous les individus ont des droits égaux, où peu importe leur sexe, leur couleur, leur religion, leur origine, la langue qu'ils parlent, ils sont tous égaux. C'est ce Canada auquel je crois. Je ne crois pas au Canada des privilèges, que ce soit des privilèges économiques ou de classe. Je ne crois pas au Canada des privilèges, que ce soit des privilèges constitutionnels qui disent telle province est une province un peu faiblarde, alors il faut qu'elle ait des pouvoirs de plus que les autres pour protéger leurs pauvres gens. Moi, je crois que les Québécois sont aussi forts que n'importe qui. Et je pense que les Québécois peuvent avoir la scène non seulement canadienne, mais mondiale. Bossé, lui, c'est un grand joueur de hockey canadien. Il joue ailleurs. Lafleur, il joue ici. Mais il est bon parce qu'il pouvait aller jouer dans des autres provinces ou dans d'autres pays, puis se mesurer à eux. Il n'y avait pas besoin de statut particulier, lui. Puis les hommes de science, là, que j'étais à l'université, il y a un tas de doctorats, ce pas des gens qui se pensent inférieurs aux autres. Puis moi, ça me déplaît, surtout quand 9 premiers ministres des provinces anglaises disent « Ah, on comprend, vous autres Canadiens français, vous avez besoin de petites béquilles pour marcher. » Je trouve ça méprisant. Est-ce que vous voyez ça comme un rejet? Rejet de quoi? Un rejet du Québec. Est-ce que vous voyez ça comme un mépris? Non, je vois ça comme une conception du Québec que j'ai bien connue dans mon temps. C'est que le Québec, mon Dieu, ils nous emmerdent, ils sont spéciaux, etc. On va leur donner leurs petites galettes, leurs petites bébelles, puis qui nous achalent non pas. Nous, on va faire marcher le Canada.
on va être le roi des affaires, on va faire l'argent, puis eux, ils auront leur petite bébelle dans le Québec. Oui. C'est ce Canada-là que j'ai combattu. Et j'ai dit non, 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 nous, Québécois, on est capable de s'affirmer à Ottawa. Puis je suis allé, puis on l'a fait. Puis il y a eu Laurier, puis il y avait Saint-Laurent qui l'ont fait aussi. Bon, alors je voudrais que les Québécois comprennent ça, qu'on est capable, et que les anglophones comprennent ça aussi, qu'on est capable d'aller à Ottawa et prendre notre place. Mais pourquoi, autant que bosser à New York ou la fleur dans les ligues. Mais pourquoi est-ce remis en question par l'accord du Lac-Meech? Là, vous arrivez tout à coup à la substance. Voilà, oui. Oui. Pourquoi c'est mis en accord? Parce que tout à coup, prenez l'État canadien, c'est quoi? C'est le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors, le pouvoir judiciaire, pourquoi c'est mis en question? Tout à coup, M. Mulroney dit le pouvoir judiciaire du gouvernement de l'État canadien, l'État fédéral, on va s'en remettre aux provinces pour y envoyer les juges. Mais quel mal y a-t-il à ça? Voulez-vous m'expliquer le danger, justement? Je vais vous l'expliquer en détail si vous ne le comprenez pas, mais je vais vous dire que le pouvoir judiciaire, c'est une fonction essentielle d'un État. Quand il en délègue l'exercice à un autre, ou bien il est incompétent ou il est faible. Prenez le Sénat, et on va revenir en détail. Prenez le Sénat maintenant. Le Sénat, c'est une des deux chambres législatives. Il faut absolument un vote du Sénat pour qu'une loi canadienne devienne loi. La Chambre des communes est élue par tout le monde. Le Sénat, dorénavant, va être nommé par les provinces, d'après l'entente de la... Oui, ce n'est pas encore fait. Si vous me dites que l'entente du Lac-Meech n'est pas faite encore, on peut arrêter la discussion. Moi, je craignais que ça risquait d'être fait. Mais quand les sénateurs sont nommés par les provinces, si l'accord passe, ça voudrait dire que la Chambre haute, une des deux chambres du Parlement canadien, sera éventuellement peuplée de gens qui ont été envoyés là par les gouvernements provinciaux, présumément dans l'intérêt des provinces. Alors ça voudrait dire que les provinces pourront empêcher n'importe quelle loi fédérale de passer. Moi, je trouve ça un peu anormal. Mais si on revient à la Cour suprême, les juges, est-ce que les juges ne sont pas de toute façon impartiaux? Alors, si ils sont impartiaux, pourquoi est-ce que le Québec en particulier demande depuis toujours que la Cour suprême soit modifiée pour que ce soit des juges qu'eux nommeraient au moins en partie? Mais est-ce que ça ne doit pas être un choix équilibré? Alors, la province soumet une liste, Ottawa examine la liste. Est-ce que ce n'est pas ça, l'équilibre? Vous trouvez ça équilibré, vous? Pas vous? Tout à coup, vous allez faire votre marché et je vous dis, attendez, vous n'avez rien le droit de rien acheter. Je vais vous donner une liste des choses que vous allez acheter. Vous allez les acheter, vous allez les payer, mais c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Vous trouvez ça que vous ne vous sentiriez pas un peu brimé par moi, non? Vous trouveriez que vous Et le danger, un peu de liberté, le danger, c'est quoi? Donnez-moi un exemple du danger, par exemple, que les provinces nomment un juge. Qu'est-ce qui pourrait se passer en Cour? Je peux bien vous dire est-ce qu'il y a eu un danger que le fédéral nomme les juges? Et si oui, pourquoi abandonner cette partie de notre juridiction? Mais pourquoi s'en plaindre s'il n'y a pas de danger? S'il n'y a pas de danger, pourquoi l'avoir changé? Mais j'aimerais savoir pourquoi. Écoutez, je pense que c'est une démonstration assez facile à faire. Les provinces veulent nommer les juges, ou contrôler les listes duquel les juges sont nommés. Pour une raison très simple, c'est qu'ils pensent que les juges qui seront nommés par eux seront un peu plus favorables à la cause provincialiste. C'est tout simple. Ils peuvent bien dire, quand ils sont nommés par le fédéral, ce sera des juges favorables au fédéral. C'est possible qu'ils aient cette crainte-là. C'est pour ça que moi, je leur ai proposé dans le passé, faisons une entente en vertu de laquelle, par exemple, les juges seront nommés par le fédéral, mais avec l'accord du provincial. Puis s'il n'y a pas accord des deux, là, on recourra à un tribunal pour trouver quelqu'un. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous trouvez que les pouvoirs, un peu plus de pouvoir aux provinces, c'est mauvais. C'est pas mauvais en soi, parce que j'en ai donné... Un gouvernement un peu plus responsable, en fait. Oui, j'en ai donné un peu plus de pouvoir aux provinces. En 82, la loi constitutionnelle donnait aux provinces des pouvoirs accrus dans le domaine des ressources, par exemple, dans le domaine de l'exportation, oui, de l'énergie, dans le domaine de la taxation. Je disais tout à coup, pour la première fois de la Constitution, depuis le début du Canada, ils avaient d'avoir certains impôts indirects. Je leur en donnais des pouvoirs, mais j'en ai demandé en retour. Qu'est-ce que M. Mulroney a demandé en retour de tous ces pouvoirs qu'il a donnés? Vous parlez d'un danger de balkanisation. Vous avez souvent utilisé ce mot de balkanisation. Est-ce que ce n'est pas un peu dramatisé, ce qui se passe? Géographisé, vous voulez dire? Enfin, donner une vision un peu dramatique, un peu excessive. Oh oui. Disons que j'ai voulu dramatiser. Vous dites que l'accord du Lac-Meech va réjouir ceux qui sont les adversaires d'un Canada bilingue. Mais on peut se poser la question, est-ce que ce rêve d'un Canada bilingue est sur le point de
se réaliser? Est-ce qu'il existera, est-ce que ce pays bilingue où chacun se trouverait chez soi partout au Canada, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ce n'est pas un rêve à vous, très singulier? Ah oui, c'est un rêve à moi, mais qui a été partagé par beaucoup de Canadiens quand j'étais au gouvernement, et qui a fait qu'on a pu passer la loi des langues officielles, et qui a fait que maintenant il y a des écoles françaises dans les provinces de l'Ouest qui n'existaient pas avant. Mais vous ne partagez évidemment pas ce rêve, puisque vous êtes sceptique que c'est peut-être pas réalisable. Justement, le contraire de ce rêve, c'est quoi? C'est que le Québec soit francophone et le reste du pays soit anglophone. C'était le rêve pendant longtemps. Moi, je ne trouve pas ça suffisant, parce que ça me paraît, moi, clair que si le Québec, c'est le siège de la francophonie, et que le reste du pays, c'est l'anglophonie, ça me paraît qu'on aura effectivement deux Canada, comme l'accord du Lac-Meech en parle. Mais vous semblez oublier que cette clause de la dualité est très importante dans l'accord du Lac-Meech, où on reconnaît que c'est un caractère fondamental de la Fédération canadienne que cette dualité linguistique dans tout le pays. Oui, alors là, je vous prends au piège. Vous me dites que l'accord du Lac-Meech dit que c'est une caractéristique fondamentale. Et l'accord du Lac-Meech dit qu'il faut protéger cette caractéristique fondamentale. Vous venez de me dire que cette caractéristique-là, c'était du rêve. Autrement dit, vous ne croyez pas beaucoup que dans l'ouest, par exemple, du pays, les francophones prennent beaucoup de place. Et je suis d'accord avec vous, ils ne prennent pas beaucoup de place. Alors, il ne s'agit pas de protéger ça, il s'agit d'améliorer ça, il s'agit de promouvoir ça, comme l'accord dit qu'il faut le faire au Québec avec la francité. C'est très bien, promouvoir la francité au Québec, mais ailleurs, on ne fera pas la promotion du bilinguisme. On va préserver ce qu'il a. C'est ce que l'accord dit. Et vous-même, vous avez dit que ce n'était pas suffisant, ce qui existe. Vous avez même dit que c'était peut-être un rêve irréalisable. Enfin, un Canada. Oui, c'est la pensée de beaucoup de gens. Vous en défendez pas. Non, les services bilingues à travers le pays, c'est possible et c'est grâce à vous qu'on commence à les voir. Mais de quelle façon est-ce que ça deviendrait impossible à cause de l'accord du Lac-Meech? L'accord du Lac-Meech prévoit ce genre de choses. Ne met pas fin aux services bilingues à travers le pays. Non. L'accord du Lac-Meech dit qu'il y aura un Canada francophone et un Canada anglophone. Il dit également qu'il y aura une province qui sera reconnue comme société particulière et dont le gouvernement et la législature peuvent faire des lois pour défendre et promouvoir ces particularités-là. Elles ont parlé aux francophones de l'Acadie ou de Winnipeg, ou encore mieux de la Saskatchewan et de l'Alberta. Demandez-leur s'ils n'aimeraient pas qu'on fasse un peu la promotion aussi du français dans ces provinces. Ils vont certainement vous dire oui. Alors pourquoi pas le promouvoir ailleurs quand on le promeut au Canada, au Québec? Hein? Certainement, il y a une distinction à faire. On veut faire le Canada dont vous dites que c'est l'envers du rêve que j'ai, moi, d'un Canada où on est tous égaux. Je n'ai pas dit ça. Enfin, l'expression société distincte vous gêne de toute évidence, parce que ce n'est pas une réalité. Mais oui, c'est une réalité. Pourquoi ne pas l'assumer, cette réalité? Ben oui, je l'assume. Bon, pourquoi ne pas l'assumer dans un texte? Ben, parfaitement. J'ai d'ailleurs rédigé des textes où je disais que le Québec était une société un peu différente des autres, etc. Mais je disais aussi que les autres étaient différents du Québec. Mais alors, c'est pas ça que je m'en suis pris non plus. C'est pas dire que le Québec n'est pas pareil pareil aux autres. C'est dire que ce Québec-là aura des pouvoirs constitutionnels qui sont en plus de ceux qui existent ailleurs. C'est le mot promouvoir, encore une fois. Non, c'est le mot promouvoir, mais c'est surtout dire que le gouvernement et la législature du Québec doivent ou peuvent ou feront, j'oublie le verbe exact, mais le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du Québec vont avoir le droit de faire des lois dorénavant pour maintenir cette spécificité. S'ils veulent dire ça de toutes les provinces, j'ai pas d'objection. L'île du Prince-Édouard a certainement sa spécificité aussi. Si on veut lui donner d'autres pouvoirs, qu'on le dise, mais qu'on dise lesquels. Mais est-ce que vous ne vous plaignez pas, justement, ou est-ce que vous ne reprochez pas à l'accord de Lac-Meech de donner trop de pouvoir à toutes les provinces? C'est-à-dire que le Québec, selon vous, là-dedans, n'a pas de statut particulier, n'a pas l'ombre d'un statut particulier. Vous reprenez les paroles de ma collègue Lisiane Gagnon. Oui, je n'ai pas dit ça, mais non, j'ai cité Lisiane Gagnon. Moi, je viens de vous faire la démonstration contraire, sauf erreur, que le Québec aura un statut particulier. Mais les autres provinces risquent de demander aussi...
elles risquent de demander, mais pour le moment, elles n'ont pas obtenu un statut particulier. Moi, je serais d'accord qu'on dise le Québec est particulier, mais la Colombie est pas mal particulière aussi, si vous êtes déjà allé. Ils sont pas mal spéciaux, ces gens-là. Et que, mon Dieu, chaque gouvernement provincial maintienne cette spécificité, j'ai pas d'objection, à condition que ça n'enlève pas de pouvoir au gouvernement fédéral. Or, le reste de l'accord enlève pas mal de pouvoir au gouvernement fédéral de maintenir un Canada uni et fort. Il affaiblit le Canada. Ce qui vous fait dire que le 30 avril est un jour sombre pour le Canada. Mais ça aussi, c'est une pas... allusion littéraire, comme oui, Milan. Vous savez d'où je l'ai tiré? Sombre jour. Hein? Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Vous n'êtes pas objecté au sombre jour, mais vous êtes objecté au Milan. Oui, oui. Les gens manquent de lettres dans votre métier. La sombre nuit qui a précédé le sombre jour en est peut-être responsable, celle du 5 novembre 1981. 81, ah vous oui. avez oublié? La nuit où le premier ministre du Québec d'alors, M. Lévesque, pensait avoir coulé tout l'effort constitutionnel. Il est allé se dormir tranquille, puis il s'est aperçu qu'il avait été lâché par ceux avec qui il s'était uni pour m'empêcher de rapatrier la Constitution. C'est ça la nuit où M. Lévesque est allé dormir avec ses... Il s'est fait trahir par les 7 avec qui il avait fait alliance. Il avait fait alliance avec eux en renonçant au statut particulier du Québec. Il avait accepté que toutes les provinces étaient égales, pas de statut particulier, et que toutes les provinces étaient égales, parce qu'il se dit ça passera jamais. Il s'est aperçu qu'il avait été lâché. Il n'aurait pas dû dormir, il aurait dû veiller, mais de toute façon, veiller et prier. Aujourd'hui, on ne peut plus blâmer ceux que vous appelez les séparatistes. Il fallait faire quelque chose. Je ne les blâme pas, mais c'est vous qui me parlez de 81, sauf erreur, c'était les séparatistes qui étaient là à ce moment-là. Il fallait faire quelque chose. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il fallait faire quelque chose? Bon, oui, je trouve qu'il fallait continuer les négociations constitutionnelles. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon texte, ça allait pouvoir durer 1000 ans. On allait pouvoir négocier d'égal à égal pendant X années, moins que 1000 si ça vous offense. Parce que tout à coup, on avait fait l'essentiel, on avait rapatrié la Constitution, on s'était donné une charte et on avait un mode d'amendement. Alors maintenant, on allait pouvoir négocier. Le Québec voulait des choses particulières. Très bien, regardons ça. Peut-être qu'on va lui en donner. Mais en retour, le fédéral a besoin de certaines petites choses aussi. Négocions ça. Enlevez donc le non-obstant, par exemple, dans la Charte des droits, vous, les provinces. C'est une chose essentielle. Les Canadiens qui croient à la Charte croient que le non-obstant est de trop. Moi, je l'ai accepté parce que les provinces me l'ont imposé. Si M. Mulroney veut négocier pour le Canada plutôt que pour les provinces, il aurait pu dire « enlevons ce non-obstant ». Et on aurait eu une charte qui se serait appliquée à tout le monde et que les provinces auraient été obligées d'obéir comme tout le monde. Monsieur Trudeau, le temps achève, c'est terminé presque. Je dois vous demander si après ce retour à l'écrit, ce retour à la télévision, il y aura aussi un retour à la politique active. Non, je vais laisser les politiciens essayer de rectifier un peu leur tir et je serai très content de rentrer dans l'ombre. Monsieur Trudeau, je vous remercie infiniment d'être venu au point ce soir.